Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. On va parler d'agrivoltaïsme. On va vous présenter des projets originaux d'agrivoltaïsme dans le Grand Est. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Mallet. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes coordinateur territorial GLHD pour le Grand Est. On aura l'occasion d'y revenir. À vos côtés, Patrice Nollet. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes maire de Balneau-Lagrange, la commune la plus merveilleuse du monde. Je ne vous le fais pas dire. Sauf qu'elle est dans l'Aube. On aura l'occasion de revenir aussi sur cet aspect exigence esthétique des choses. À ma droite, Vincent Vignon, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes directeur du développement de GLHD. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ce qu'est GLHD. Et Jean-Philippe Frossard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur. Vous avez un projet qui est original. On aura l'occasion d'en parler. Vous êtes agriculteur où? En Haute-Marne, Voilà. à côté de Chaumont. Exactement. Vincent, concrètement, c'est quoi GLHD? Expliquez-moi. GLHD, c'est une merveilleuse entreprise qui a commencé il y a 5 ans dans l'esprit de faire de l'aménagement du territoire et de réussir à concilier le sujet de la production d'énergie renouvelable en France, le sujet de la diversification des exploitations agricoles pour l'accorder de la résilience face aux aléas et au changement climatique, et d'avoir une logique d'aménageur du territoire, parce que les énergies renouvelables, on en voit beaucoup en France, mais c'est que le début. Et évidemment, c'est un objet nouveau dans l'environnement, et donc on ne va pas s'amuser à poser des projets agrivoltaïques aux 4 coins de la France sans avoir une dynamique globale dans laquelle on va pouvoir travailler en concertation, évidemment accompagner les agriculteurs dans la réflexion autour de leurs projets, mais surtout accompagner l'ancrage du projet auprès des riverains, auprès des collectivités et auprès de toutes les parties prenantes qui vont vivre avec ces installations pendant une 40aine d'années. Cyril, le Grand Est, c'est important pour vous, c'est stratégique comme région? Bien sûr, c'est stratégique. On a toujours tendance à nous dire que ce n'est pas forcément la région la plus ensoleillée. À raison, en effet, pour la France, c'est au nord de la France. En revanche, si on se situe de l'autre côté de la frontière, on est au sud de l'Allemagne, où là, il y a eu un développement des énergies renouvelables depuis déjà quelques temps. Donc oui, c'est une région stratégique. Nous développons actuellement 4 projets sur le Grand Est. Donc nous avons l'Aube, nous avons la Haute-Marne, plus 2 projets actuellement dans la Meuse. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de s'implanter géographiquement également en Grand Est par l'ouverture d'une succursale à Nancy, justement pour être au plus près des acteurs locaux, puisqu'on considère que pour monter nos projets, il faut justement travailler avec les acteurs locaux, avec la population, justement pour concrétiser nos projets et justement ce qui nous aide aussi à concrétiser ces projets. Alors Cyril, vous l'avez dit, vous n'allez pas vous faire que des amis. C'est pas la région la plus ensoleillée et c'est une réalité. Mais l'agrivoltaïsme, ça fonctionne, la rentabilité est au rendez-vous? Oui, exactement. Donc les premiers chiffres sont intéressants. Enfin, les chiffres sont intéressants. Et donc c'est aussi ce qui amène à concrétiser ces projets. Vincent, quels sont le profil type? Est-ce qu'on est capable de dire voilà, quel type d'agriculteur s'intéresse, s'engage, développe aujourd'hui des projets avec vous? C'est une question importante parce qu'il y a 1001 manières de trouver des projets agrivoltaïques. On a un certain nombre de collègues qui vont plutôt chercher des projets par l'ancrage du propriétaire. Et on en voit des grands acteurs de l'énergie qui en fait font du mailing à tous les propriétaires de France et qui leur disent très certainement que sur les 29 millions d'hectares de terres agricoles, il y a des hectares que vous pourriez convertir en mettant des panneaux solaires. Cette approche qui est très commerciale, ce n'est pas du tout la nôtre. Au contraire, on va chercher avant tout des gens, donc des agriculteurs, qui sont des agriculteurs qui sont motivés, des agriculteurs qui ont un profil entrepreneur et qui vont d'eux-mêmes se poser la question de mon exploitation. Je vois bien ce qui se passe depuis 10 ans, depuis 20 ans. Je vois bien arriver les aléas et les effets du changement climatique, les épisodes à répétition de sécheresse, d'aléas grêles, etc., de gel. Et comment je fais pour retrouver on va dire un relais ou un rebond sur mon exploitation agricole? Et bien souvent, alors le modèle qu'on porte, il est parfaitement adapté à ce qu'on appelle la zone intermédiaire, hein, donc cette diagonale qui part des Charentes et qui traverse la France jusque dans le Grand Est. Des zones qui sont jusqu'à présent très céréalières, et dans lesquelles on voit la réelle nécessité de réintroduction de l'élevage pour revenir sur du système diversifié polyculture-élevage. Et d'ailleurs, sur le projet de Jean-Philippe à côté, alors c'est pas Jean-Philippe qui le dit, mais c'est plutôt un de ses collègues, c'est Julien,
qui a repris la ferme de ses grands-parents et qui dit, en accompagnant le projet, qui dit mais en fait on est en train de réinventer l'agriculture de nos grands-parents mais à la dimension du 21e siècle. Alors Jean-Philippe, justement, on va en parler de vous, de votre projet. Déjà, peut-être votre exploitation, vous produisez quoi? Oui, alors nous, on est sur des exploitations céréalières assez typiques du Grand Est, hein. Donc avec des assolements classiques, colza, blé, orge, tournesol, soja et maïs. Donc oui, exploitation type de la Haute-Marne, mais essentiellement céréalière, avec une diversification assez récente de chacune des exploitations qui constituent en fait le groupement qu'on est en train justement de constituer, avec des diversifications dans l'élevage justement, et c'est ce qu'expliquait Vincent, mais pour ramener une diversification, ramener de la matière organique sur nos terres et diminuer finalement la pression environnementale sur nos exploitations. Vous êtes dans cette fameuse zone intermédiaire de sols qui ne sont pas forcément des super terres qu'il faut comment dire, apporter de plus en plus de matière organique. Oui, alors ça c'est un point important pour nous et c'est aussi une raison pour laquelle on s'est orienté vers l'agrivoltaïsme. On a des sols effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu les rendements dans nos régions, mais nous on a des sols très superficiels. L'étude de la profondeur des sols met en évidence que nous on a des sols qui font sur le parc 17,7 cm pour être précis de terre arable. De moyenne. De moyenne. Ça veut dire qu'il y en a où c'est beaucoup moins. Exactement. Donc voilà, donc c'est des rendements qui, sur des blés par exemple, sont autour de 5 tonnes hectares, 50 quintaux. Donc vous voyez bien que des années, et ça c'est des rendements moyens sur ces types de sols, mais on a parlé de changement climatique, d'aléas climatiques, on est de plus en plus confronté à ces aspects-là, et dans ces années-là, on peut descendre à des niveaux qui n'assurent pas du tout de revenus et même qui génèrent un déficit sur l'exploitation. Donc ça tombe bien quelque part l'arrivée de l'agrivoltaïsme couplé avec de l'élevage. Ah mais complètement, nous c'est une opportunité inespérée pour nous sur nos exploitations. On parlait de zones intermédiaires. Chez nous, des diversifications de ce type, c'est indispensable pour assurer la pérennité de nos exploitations, sincèrement. C'était ça la motivation à l'origine du projet? Alors, quel est ce projet? Alors nous, on a un projet d'agrivoltaïsme sur nos exploitations qui sont en fait contiguës. On a regroupé des terres qui étaient détenues par 4 exploitations différentes. Donc on est 4 agriculteurs sur le projet. Donc c'était des terres qui étaient complètement utilisées sur de l'agriculture, sur des grandes cultures. Donc on va disposer des panneaux photovoltaïques sur ces parcelles et on va aussi avoir un élevage ovin. Donc entre 600 et 700 têtes brebis. Donc voilà, donc on va installer ce type de parc sur nos exploitations. Et donc, vous me parliez de l'origine, vous me demandiez un peu l'origine, on s'interrogeait, le constat de départ, c'est justement qu'on faisait le constat que nos exploitations étaient de plus en plus menacées par le contexte alors, et climatique, économique, notre modèle économique est remis en cause dans ces régions. Donc le constat, c'était ça, et c'était de se dire, il nous faut absolument une diversification. Il faut aussi mutualiser un peu nos moyens de production. Et je tiens à insister sur le fait aussi que ce projet nous a permis de nous retrouver en tant qu'agriculteurs, d'être peut-être un peu moins la tête dans le guidon, réfléchir à de l'innovation, réfléchir à d'autres modèles économiques. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et vous en êtes où aujourd'hui de ce projet ? Alors nous, on a beaucoup avancé. C'est un projet qui a débuté en 2020. Donc là, on a déposé notre permis de construire. On a passé une étape de la CDPENAF, qui donc est importante. La commission qui va décider justement de la réalité du projet. On a passé aussi toutes les étapes d'études, de concertation, étape très importante vraiment qui conditionne la réussite du projet. La concertation avec l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des habitants du village. Enfin, moi, je suis habitant de mon village, donc j'ai pas envie de dénaturer sur le plan paysager le village. Donc, il y a une très bonne concertation, et ça, vraiment, ça nous a apporté beaucoup de soutien de la part de tout le territoire, des maires, de nos habitants et de plein d'autres parties prenantes. On change de département, on va aller voir la commune de Patrice. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette commune ?
Alors notre commune, Le paysage. le paysage. Donc on va être situé vraiment au sud du département de l'Aube, une petite région du Barrois qu'on appelle, donc similaire au niveau terrain par rapport à ce que peut connaître Jean-Philippe, des terres vraiment très superficielles. Et donc on est partagé donc entre le fromage et la Champagne. On est juste entre les deux. Mais on n'a rien de tout ça aujourd'hui. On est juste reconnu, enfin juste, c'est déjà une grande partie, on va dire. Déjà bien. On est reconnu dans la nouvelle ère d'appellation Champagne, dans toutes les communes qui ont été reclassées il y a à peu près 12 ans. Et puis, on attend. Donc, c'est un dossier qui nous tenait beaucoup à cœur. Et donc, 120 habitants, on va dire partagés entre la commune en elle-même et puis le hameau, où c'est à peu près 2 pôles identiques, et puis 2 pôles fermes, un finage assez vaste, assez important. Donc, de la place pour mettre et étudier des beaux projets d'agrivoltaïsme. Alors pourquoi l'agrivoltaïsme vous intéresse et c'est quoi le projet justement? Alors l'agrivoltaïsme chez nous, donc c'est un groupe d'agriculteurs. Donc nous sur la commune, on a encore 16 exploitants. Il y a encore 16 exploitants agricoles. Donc c'est énorme par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Donc un groupe d'agriculteurs qui s'est mis en phase de réfléchir justement à tout ce qui pouvait être les réchauffements climatiques pour pérenniser un peu le revenu de leurs exploitations. Et donc le projet, on va dire que l'agrivoltaïsme était dans l'air du temps. Ça a été étudié. La société GLHD a été choisie. Ce n'est pas GLHD qui est venu chez nous, puisque GLHD, c'est le porteur de projet qu'on a. Et nous, au niveau de la commune, après, donc on a rencontré les dirigeants, ceux qui portaient les projets. On est tombé d'accord avec eux. Ils nous ont expliqué le projet clairement. C'est devenu, on va dire, quelque chose aujourd'hui dans lequel on croit. Et au niveau du conseil municipal, tout le monde a été d'accord et on le défend becs et ongles. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. La concertation, c'est aujourd'hui crucial. Oui, la concertation va être un point important dans les mois qui viennent. On commence déjà à en parler beaucoup autour de nous. Il va y avoir des permanences qui vont être mises en place dans les mairies. On est 3 communes donc, qui portent le projet du Sud Barrois. Là, donc les 3 maires, on va porter les couleurs de ce projet-là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont investis dedans. Notamment dans l'association, on a un jeune qui a pris les rênes de ça et on va dire qu'il est à fond dedans et très bien dans ce qu'il fait. Et donc la concertation, donc il va y avoir du porte-à-porte qui va être fait, donc dans toutes les habitations, on va dire, quand toutes les gens vont pouvoir répondre, les personnes vont venir leur expliquer les projets, les permanences en mairie, et puis après, on va dire des réunions un petit peu plus importantes dans nos salles des fêtes. Vincent, il y a une particularité dans votre approche de l'agrivoltaïsme, c'est une notion d'îlot. Il faut que vous nous m'expliquiez. Alors surtout, il y a une autre particularité avant de répondre sur la réflexion des îlots, mais c'est ce que Jean-Philippe et Patrice ont pu illustrer. On pourrait imaginer sur il y a 350 000 exploitants agricoles en France, que chacun pourrait faire son petit projet dans son coin. Et puis il y a certaines exploitations agricoles dans lesquelles ça a du sens d'installer quelques hectares en agrivoltaïque. On a eu une approche plus collégiale et plus collective. La concertation est là pour l'illustrer. La difficulté en France en termes d'aménagement, c'est que quand on commence à saupoudrer aux 4 coins du territoire, et on l'a vécu notamment avec le développement de l'éolien, il n'y a pas une compréhension logique de cet aménagement à l'échelle de la commune et de la communauté de communes. Et donc notre approche, c'est évidemment identifier et répondre aux sollicitations des agriculteurs qui ont envie de porter avec nous le projet, parce que ce n'est pas nous qui faisons le projet pour eux, c'est eux qui vont déterminer quelle solution, quel projet agricole à l'intérieur, et on va adapter nos structures à leur projet agricole pour qu'ils soient viables à la fin. Mais on va aller voir le maximum d'exploitants agricoles qui sont dans la commune pour leur dire, plutôt que de partir chacun dans votre coin avec votre projet, on regarde comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et chacun va mettre à disposition 10, 15, 20 hectares. Et l'exemple de la ville au bois en partie, c'est vraiment 4 exploitants qui ont mis une vingtaine, une trentaine d'hectares côte à côte et qui permet de donner cette surface qui donne la viabilité du projet agricole. Parce que notamment, je vais prendre l'exemple sur la ville au bois, au pâturage. Un élevage au vin, pour avoir un équivalent temps plein, d'un berger qui s'installe, il lui faut au moins 600 brebis. 600 brebis, sur 20 hectares, ça ne rentre pas. La ressource fourragère sera insuffisante. Et donc, il faut forcément avoir un accès au foncier pour un jeune qui s'installe, qui lui permette d'avoir l'expression et les 120 hectares qui sont nécessaires pour pouvoir accueillir les 600 brebis. Jean-Philippe, vous confirmez ? Oui, tout à fait. C'est hyper important de parler de... Alors, tu as évoqué un peu le sujet, mais du berger.
Nous, c'est vraiment l'homme clé dans notre projet, le berger. C'est une installation. On parle beaucoup de démographie dans l'agriculture, donc c'est une installation, donc c'est pas un point qu'il faut négliger. Nous, on est super content d'avoir pu intégrer Jérémy, qui est notre futur berger, dans la conception du projet. Donc dès les premières étapes du projet, Jérémy nous a indiqué les contraintes, parce que Jérémy est un jeune berger de 26 ans, il a déjà 120 têtes qui gèrent très bien, donc il a déjà une expérience, et donc il nous a apporté tout son éclairage sur la conception aussi et l'aménagement du terrain, donc la hauteur des panneaux, l'écartement, les passages, de façon à ce qu'on puisse, sur cette longue durée d'exploitation du parc, avoir les meilleures conditions, tant sur le bien-être animal que sur l'exploitation avec la mécanisation, je dirais, sur le parc. Donc oui, c'est vraiment un homme clé sur notre projet. Ouais. Mais Vincent, qui coordonne le projet au final? C'est la magie de la co-construction. Notre métier, c'est de faire de l'aménagement du territoire, c'est de prendre des risques. Les études, c'est pas les agriculteurs qui les financent, c'est nous. Et on va être on va être un animateur ou un agitateur de bonnes idées pour que quand on réunit 5, 10, 15, 35 exploitants agricoles, évidemment, chacun sur son exploitation, c'est le meilleur agriculteur et il fait mieux que les autres. Pour autant, ils ont tous les mêmes difficultés. Et donc, c'est là où l'intelligence collective de ces groupes d'agriculteurs va permettre, au bout d'un an et demi de réflexion, de déterminer qu'est-ce qui est le plus adapté et qu'est-ce qui fait que le projet sera viable et va fonctionner dans le temps. Tout à l'heure, on parlait des îlots. C'est un élément important parce que systématiquement, quand on commence les projets, les agriculteurs avec qui on discute, ceux qui viennent nous voir, nous disent tiens, moi j'ai mes plus mauvaises terres, c'est celle-là. Bon, l'agrivoltaïque, c'est pas une baguette magique. Hein. Si la terre est mauvaise, la terre restera mauvaise après. Le sujet après, il est dans le pilotage du projet agricole et dans la dimension économique. Mais on les accompagne aussi en se disant, et Jean-Philippe l'a évoqué, vous habitez sur le territoire. Est-ce que à côté de votre maison, si le voisin construit un R+2, vous allez être content? Non. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer le bon positionnement des parcelles, qu'on essaye de se mettre loin des lieux de vie, loin des bourgs, loin des axes de randonnée par exemple, etc. Et après on travaille tout au fil du projet sur comment les habitants vivent le territoire et comment est-ce qu'on peut adapter ces îlots, ces emplacements au territoire dans lequel ils vont être pendant des années. Alors, il nous reste 3 minutes pour finir avec des questions très très courtes. Patrice, première question, quel est l'intérêt pour votre commune concret? Alors pour la commune elle-même, on va dire que l'aspect financier ne peut pas paraître neutre, mais moi ce qui m'a séduit beaucoup dans ce projet-là, c'est qu'on retrouve un collectif. Un collectif, et le collectif aujourd'hui tout le monde l'avait perdu, surtout dans le milieu rural, hein, où chacun avec le métier qu'il exerçait était parti à droite à gauche, à fond le nez dans le guidon on va dire dans son travail, et plus personne ne travaillait ensemble. Donc la cohésion et l'effet de groupe, c'est vraiment le point positif de ce projet-là. Jean-Philippe, un peu la même question, sauf que vous, en même temps, ça vous permet de faire la fameuse transition agroécologique pour les céréaliers qui ont besoin d'avoir de l'élevage, c'est ça? Oui, complètement, oui. Et il y a beaucoup d'effets de synergie qu'on redécouvre à travers ce projet, notamment l'utilisation de fourrage qu'on peut produire aussi sur notre exploitation à l'extérieur du parc. Donc oui, c'est vraiment un atout essentiel. Ouais. Et toute dernière question, Vincent, on parle beaucoup d'un fameux arrêté, là. Ce fameux arrêté, il y a un enjeu qui est très important, c'est lui qui va déterminer quels projets peuvent se réaliser ou pas, enfin, qui va déterminer en fait ce qu'on peut attendre de l'agrivoltaïsme. Oui, l'agrivoltaïsme, c'est un objet qui n'existait pas jusqu'au mois de mars 2023, et la loi a enfin fait rentrer l'agrivoltaïque dans les textes, dans les loi codes. d'accélération sur les énergies La loi d'accélération, renouvelables. exactement. Donc il y a l'esprit de la loi, et puis la loi, comme bien souvent, elle prévoit que des décrets viendront préciser les éléments. Alors on a de la chance aujourd'hui, même si on trouve ça long, en fait ça va vite parce qu'il y a quand même moult décrets d'application qui ne sont jamais sortis. Et là aujourd'hui on sent bien que toutes les professions, que ce soit agricoles et énergétiques, attendent ces décrets pour s'assurer que l'esprit de la loi soit bien respecté, mais qu'on ait bien un degré de liberté et un certain espace d'expression, parce que l'agrivoltaïque est récent, l'agrivoltaïque est innovant, on n'a encore pas terminé de trouver toutes les solutions qui vont bien, et si on contraint dès le démarrage par des indicateurs qui sont trop restreints, on ne va pas réussir l'enjeu du développement de l'agrivoltaïque. Et vous êtes optimiste parce que ce décret, on l'annonce depuis quelques mois et pour l'instant, il n'est pas là. Oui, mais ça se passe souvent comme ça. On l'aura probablement au pied du sapin.
ou Pour la sinon fin de l'année. sinon pour les étrennes. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici en direct du salon Agrimax pour débattre de cette question. Et puis surtout, merci à vous. Merci.